Salut à tous, la série sur les prospects NBA continue, la draft est le 18 novembre, on sera d'ailleurs en direct tous ensemble pour commenter cette draft en espérant qu'on soit mieux inspiré que l'année dernière sur certains joueurs, je pense évidemment à Tyler Hero, c'était pour la blague, non mais déjà l'année dernière c'était pour la blague. Hein. Les Madame Irma de la draft, on les connaît. Surtout que c'était pour la blague plus qu'autre chose en vrai. T'as des mecs qui font des 4h30 du mat. top 100 avant draft. Moi, j'attends que tout le monde fasse des top 100 avant draft. Et puis après, on vient nous dire ah non, je t'avais dit moi parce que arrivé un an après. Non, mais je le dis quand même. On l'aime. J'ai envie de prendre la défense. Ma défense, c'est la défense de mes amis d'envergure. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, pour parler d'Obi Toppin, il y a donc Erwan qui est très en forme et il y a Alan d'envergure qui est très en forme aussi. On va parler d'un joueur très intéressant, très athlétique, très spectaculaire aussi, qui a vu sa cote grimper en flèche cette saison NCAA. Complètement. Sa cote grimper en flèche pendant la saison et plus le processus draft arrive, plus ça baisse un peu. Donc c'est intéressant aussi parce que... C'est un cas d'école, on peut dire. C'est un vrai cas d'école. Donc ouais, Obi Toppin. Même s'il a eu des notes catastrophiques à l'école, puisqu'il a redoublé, oui, parce que tu nous disais. Il a redoublé quasiment autant que moi. Donc... puisque Obi Toppin est donc en deuxième année... un sophomore. Donc en deuxième année, ouais, c'est ça, à Dayton, et que avant d'arriver à la fac, il a fait 2-3 lycées, j'ai envie de te dire. J'ai dit 2-3, mais c'est plutôt 4. 4 lycées. Donc en Floride, dans l'État de New York, dans le Maryland. Il n'y avait pas d'offre NCAA. Et il s'est retrouvé à Dayton. Sur la fin, Georgetown est venu avec Pat Ewing, mais il avait déjà choisi Dayton, donc il a été à Dayton. Mais en gros, c'est un sophomore. Donc les sophomores de cette année, c'est des 2000, et lui, c'est un 98. Donc il a l'âge de Tatum, Knox, il a l'âge des freshmen de la draft 2017, en gros. Donc on peut lui souhaiter un destin à Jason Tatum, un All-Star l'année prochaine, à notre ami Obi. Ça sera compliqué, mais en tout cas, en un an, il est passé de les joueurs qu'on va suivre pour le deuxième tour peut-être, à mec qui ESPN a dans son top 5, parfois. Pas tout le temps. Mais... après, il y a une réalité. On voit son profil. C'est un poste 4, athlétique, très scoreur aussi. La saison dernière, d'ailleurs, tu étais venu en parler sur ce plateau. Exactement. Et tout le monde avait été bluffé par les cartons offensifs qu'il avait fait, les énormes dunks. Il avait éclaté avec son côté spectaculaire. 107 dunks. Combien 107 en une saison NCAA. Je pense que je n'en ai jamais mis autant dans ma carrière. Échauffement inclus. C'est clair. Et 83% de réussite au cercle. Bon, c'est à nuancer avec l'opposition. Il ne sera pas 83% de réussite au cercle en NBA, mais ça prouve la surdominance qu'il avait en NCAA. Après, c'est un mec qui est prêt, qui est NBA ready, je pense, de par son âge. Après, il faut mettre en perspective le fait qu'il domine. Sur des âges comme ça, 23, 20, quand tu as 23 ans et que tu joues contre des mecs de 20 piges, c'est dans ces catégories d'âge-là, il peut y avoir des écarts. Voilà, il peut y avoir des écarts de physique. Pas contre tout le monde, mais la NCAA a quand même, ça brasse quand même pas mal de types de joueurs. Ils jouent pas Duke et North Carolina ou Kansas ou d'autres grandes facs toutes les semaines. Donc je pense que c'est à mettre un peu en perspective. Par contre, ce qu'il a montré, c'est que c'était un athlète qui pouvait mettre des paniers, qui était assez complet et qui pouvait rendre service. Maintenant, ce qu'il a fait à Dayton, ce qu'on a vu cette année, il le fera pas en NBA. Non. C'est peu probable. Alors, quelles sont ses qualités du coup parce qu'on a parlé de son physique, mais au scoring, est-ce que c'est un féroce scoreur? Sa qualité, moi je vais résumer. Selon moi, sa qualité c'est l'attaque, son défaut c'est la défense. Il faut pas aller plus loin que ça, je pense. Jérémy Ménez. Et puis il score aux 3 niveaux, il était à 39% à 3 points cette année. Donc il se crée pas son tir à 3 points. 94% de ses paniers à 3 points venaient d'une passe. Donc il est utilisable sur pick and pop. Il prend pas de stagger et tout, il est trop grand pour ça, il passe pas derrière les écrans, mais en gros sur un jeu simple de pick and roll, il peut commencer à sanctionner à 3 points. Et ensuite c'est un scoreur multidimensionnel, c'est-à-dire proche du cercle, à 3 points à mi-distance. C'est un très beau joueur d'attaque en fait. Ça peut être, selon des journalistes américains, une arme de destruction massive offensive. Toi tu n'y crois pas à l'idée qu'il arrive à appliquer en NBA ce côté monstrueux en attaque? Si, mais est-ce que ça parviendra à faire oublier ces gros soucis défensifs? C'est le seul côté que je me pose. C'est une bonne question, mais en vrai, la réalité de la NBA, c'est que lorsque tu es très fort en attaque, parfois on oublie que tu n'es pas un super défenseur. Sauf en Pas forcément une équipe de champions, mais dans la NBA au global, ça arrive. Moi, j'ai du mal à croire qu'en étant un attaquant, unique attaquant, il puisse. Moi, je ne serais pas surpris qu'à la draft, finalement, au lieu de s'attendre à un top 5, ils descendent un petit peu le soir de la draft. Sortir de la loterie, même carrément. Parce qu'on sait que sa progression à lui, vu qu'il a déjà 23 ans, elle est beaucoup plus limitée que d'autres. Il faudrait vraiment qu'une équipe soit au bout du rouleau. Il y en a, certes, mais même les équipes au bout du rouleau ont déjà des mecs capables de mettre des paniers.
Et sur un poste comme 4-5, alors certes, oui, sur du pick and pop, très bien. Mais maintenant, j'ai l'impression que si son côté défensif risque de lui faire perdre vraiment des places et qu'à la limite, on laissera un petit peu sur des éventuels Summer League et tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'interrogations sur ce mec-là que ce qui n'y paraît, quoi. Après, le truc, c'est qu'on parlait donc de son poste, hein, on dit 4-5, mais en NBA, on a beaucoup de mal à l'imaginer jouer poste 5. Pour moi, ça met la meilleure comparaison. J'aime pas, oui, je sais qu'on n'aime pas une comparaison, mais en tout cas, pour se projeter. J'aime bien, moi. John Collins. John Collins. Ouais, John Collins d'Atlanta. D'accord. Très fort en attaque, John Collins d'Atlanta. Bien sûr, un mec à 20 points. En plus, c'est un 3-4. C'est un vrai 4, hein. Pour moi, c'est un vrai 4. Ouais. Et dans la NBA d'aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de vrai 4. Parce que. C'est vrai, il y en a très peu. Green, quoi. Ouais. Mais même qui joue 5, du coup. Il joue 5, mais c'est-à-dire qu'on joue avec deux porteurs, deux petits, des ailiers qui jouent 3-4, Jake Crowder, Tatum, ils jouent au poste 4, et le poste 5. C'est-à-dire que les postes 4, ils ont un peu de mal. Alors Ford, Paul Millsap, j'ai l'impression qu'ils sont un peu anachroniques par moment sur certaines positions. Ça marche pas Aaron Gordon. C'est vrai que tous les postes 4 sont censés être vraiment poste 4, il y en a peu qui dominent. Il y en a peu par rapport à il y a 20 ans ou il y a 15 ans où le poste 4 était un truc établi, poste 4 scoreur à mi-distance. Duncan, Weber, Karl Malone. Voilà, ce genre de choses. Ça disparaît un peu le poste 4. Lui, ça a l'air d'être un vrai poste 4 parce qu'il ne peut pas jouer poste. On l'imagine mal jouer poste 5 vu comment il défend dans l'espace. C'est-à-dire qu'il a un centre de gravité où il a beaucoup de mal à se baisser. Donc pour jouer le pick and roll ici, en NBA, en NCAA, il se faisait attaquer déjà sur pick and roll. Alors en NBA, ça va être assez problématique. Ouais. Ça sera vraiment son swing skills complet, c'est est-ce qu'il va pouvoir pas prendre l'eau défensivement, est-ce qu'il va pouvoir montrer de la hargne, se battre, parce qu'il se battait pas énormément. C'était la star à Dayton, il était superstar, il défendait pas énormément. Est-ce qu'en NBA, il va pouvoir défendre au poste 4 et aussi à quel poste 5 on va le mettre à côté? Il y a des différents types de postes 5 maintenant. Tu parles des postes 5 protecteurs de cercle, tu as des postes 5 qui peuvent sortir sur les plus petits et les défendre sur pick and roll. Tu penses pas qu'on va l'envoyer direct sur un poste 5 par rapport à l'argumentation qu'on vient d'avoir sur ces nouveaux postes 4 qui ne sont pas vraiment des postes 4? C'est-à-dire que tu parlais de Jake Crowder qui joue poste 4, de Jason Tatum, c'est-à-dire que défensivement, il va se retrouver face à ces mecs-là. Moi, je pense qu'il va jouer 5. C'est un athlète, ils vont faire pick roll, pick pop, et on va voir. Et si tu mets dedans, tant mieux. Si tu mets pas dedans, tant pis. Ouais, je suis d'accord. Mais est-ce qu'en fait, sur des situations de pick and roll, déjà, est-ce qu'il peut marcher dans une défense en switch? Ça, on ne sait pas, parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que si on draft top 10, c'est qu'une équipe pense qu'elle peut l'avoir dans ses 3 meilleurs joueurs pour une campagne de playoff. À terme, pas tout de suite. Est-ce qu'il est bon contreur? Oui, très bon contreur. C'est un très bon joueur de ce qui s'appelle le weak side, c'est-à-dire deuxième rideau. Ça peut être intéressant du coup sur un poste 5. Poste 5 ouais, belle lecture sur deuxième rideau. Sur un poste 2, le mec il comprend rien. Ça se tient, pourquoi pas, poste 5, poste 2, beaucoup de similitudes. Non, mais par contre, tu vois, moi, le fait qu'il soit contreur sur l'info que tu nous donnes, ben là, clairement, moi, encore plus, là, ça l'envoie, vu sa taille, vu ses qualités athlétiques, ça l'envoie sur un poste 5. Clairement, et à voir après s'il arrive à faire du cercle à cercle, parce que là, on a vu sur les images un peu derrière, sur les bouts de match que j'ai pu voir de lui, c'est vrai qu'il est au large, il va un peu à 3 points. Là, en NBA, il va falloir qu'il se resitue clairement sur ce qu'il maîtrise, c'est-à-dire courir dans l'axe, du deuxième rideau, allez, les bons soirs mettre dedans, parce que la ligne à 3 points NBA, c'est pas la même qu'en NCAA. Ouais. Déjà, s'il arrive à faire ça, après, tu te dis que s'il est ciblé sur pick and roll, en NBA, ils sont pas fous, les mecs. On l'a vu sur toute la bulle pendant les playoffs. On fait une passe, hop, maintenant, il n'y a plus de système quasiment. C'est être capable de défendre sur des pick and roll, à l'image d'un Adebayo qui change tout en défense. Il n'a pas le profil du mec qui peut être force scorer dans les très mauvaises équipes, mais jamais s'imposer dans les bonnes équipes. Certains scouts américains disent ça, c'est-à-dire que c'est typiquement le joueur où un an après la draft, tu as des mecs qui vont dire regardez, il a 15 points par match. Mais est-ce que finalement il aura une progression et qu'il pourra jouer et qu'il pourra avoir un rôle important dans une équipe qui gagne? Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse quand on draft un joueur top 10. Que tu fasses des stats face à des bancs de l'Est. Bon, pour moi, c'est pas super. Ok, mais je préfère que tu t'imposes. Après, il faut bien commencer sa carrière. Hein. Oui, complètement. C'est très bien que des fois, il y a des mecs aussi dans des petites équipes qui montrent que c'est des joueurs solides, capables de mettre entre 12 et 15, 16 points par match. Et dire, tiens, et une équipe qui veut gagner, ou qui se dit, tiens, lui, si on le met sur notre banc, ça peut être aussi intéressant. Tu penses à Jordan Clarkson, par exemple? Mais il va mettre des points, c'est sûr. C'est sûr qu'il va mettre des points. En même temps, s'il met pas de points, c'est son profil de base, quoi. Oui, son profil, c'est vraiment, pour moi... Après, tu regardes, on voit les images derrière, je le vois prendre des 3 points dans le corner à 45. Je suis pas sûr qu'un NBA, même dans les équipes qui gagnent pas, on va lui filer autant de responsabilités. Est-ce que son âge, c'est vraiment un problème? Parce qu'on a vu dans les qualités défauts, est-ce que c'est... On dit il a commencé le basket à 7 heures, donc finalement, c'est un jeune basketteur. C'est un late bloomer.
C'est-à-dire qu'il est vieux pour sa catégorie d'âge NCAA, c'est-à-dire qu'il aurait dû être senior cette année. Mais en fait, comme il a commencé plus tard, la marge de progression, elle a commencé plus tard. Donc il n'est pas fini non plus comme les seniors, comme Frank Kaminsky, par exemple, qui était arrivé en NBA. On savait le joueur qu'il serait. On savait le joueur qu'il serait. C'était une connerie complète de le prendre dans le top 10. Et voilà. Mais lui, il a l'âge d'un vieux joueur de NCAA, mais il n'a pas la maturation et tout ça encore. Donc c'est un motif d'espoir. C'est un motif d'espoir pour. Moi, c'est là où je suis pas convaincu par cette idée-là. Ça reste un mec de 23 piges qui fait pas 2,15. Il fait 2 mètres 6. On voit qu'il est déjà délié, qu'il est à l'aise avec son corps. Et on le voit, il met des riders, il est déjà très délié. Je pense que oui, il va progresser sur le tir parce qu'on progresse dans le tir ou dans le dribble parce que c'est des trucs sur lesquels on progresse toute sa carrière. Ouais. Mais après, sentir le jeu, des choses tous comme ça, si c'est un défenseur cata dans NCAA, je le vois mal devenir un Draymond Green. Défenseur moyen en NCAA. Voilà, un défenseur moyen, je le vois mal devenir un bon défenseur NBA. Ça a des limites aussi. Je veux bien que ce soit un late boomer, mais il y a certaines choses qui ont des limites. S'il faisait 2,15, évidemment, chez les grands, les 7 feet, comme on appelle ça là, 7 footers, forcément, c'est plus long, à l'image d'un Rudy Gobert. Là, lui, c'est pas le cas. Là, on voit déjà un mec qui est bien dans son corps. Quoi. Ah oui. Ça fait penser à un mec, le bizarre, on en parle, mais j'y ai pas pensé avant. Alors, il y a des différences déjà physiques, pourquoi pas jouer poste 5, mais terrain en pente, force scoreur, qui arrive tard en NBA, ça me fait penser à Kyle Kuzma, par exemple. C'est pas le même joueur, hein. Mais tu vois, Kevin O'Connor de The Ringer, qui est un des 10 spécialistes draft américains intéressants à suivre, le compare un peu à un Kyle Kuzma. Bah voilà, tu vois. Je vais envoyer un CV. Je pense qu'il est moins. Kyle Kuzma était plus fort au balle en main. C'est plus un poste 3-4, Kyle Kuzma. Ouais, c'est ça. C'est plus un poste 3-4. Obitopin, pour moi, c'est un poste 4-5. Il est dans ce qu'on appelait il y a 15 ans un twinner. Exactement. Que maintenant ça n'existe plus trop les twinners. Ah non, ça a vu ce qu'ils en ont. Enfin, vu ce qu'ont fait les twinners de toute façon en NBA. Puis vu la polyvalence des postes, c'est fluide maintenant les postes. Donc après, je pense franchement. Donc là, nous on l'a mis en 5 à Cleveland parce que paraît-il Cleveland l'adore. Si Cleveland le prend, ils vont en prendre 130 par match. Parce qu'ils ont déjà une défense assez moyenne sur les extérieurs. Ça peut être intéressant offensivement. En fait, j'ai pas envie de le tailler, de le défoncer non plus, parce qu'il arrive à la draft et c'est un joueur qui va poser des problèmes aux défenses adverses quand même quand il sera sur le terrain. Après, moi, j'ai un dada, c'est un intérieur, il doit défendre, sinon pour moi, il joue pas. Ça se voit plus vite qu'un extérieur, c'est sûr, hein, quand tu es un intérieur. Tu n'étais pas GM au Mavs les 15 dernières années. Hein. Ou que j'ai pas drafté Cantor dans le top 3. Mais, c'est clair. Mais ouais, il va mettre des points, il va réussir à être bon, je pense, dans ses premières années. Est-ce qu'après, ça sera un bon joueur d'une équipe qui gagne? C'est le truc que vous avez dit, qui est le plus important, je pense, c'est le plus intéressant sur lui. Bon joueur, après, il sort de nulle part. Donc, ça, c'est des mecs, il faut qu'ils trouvent des rôles. Pour moi, ce ne sera jamais des go-to-guys. Je m'avance un peu peut-être en disant ça, mais pas trop non plus, je pense. C'est des mecs, maintenant, il faut qu'ils trouvent des rôles, ces mecs-là. Voilà, au bon endroit, au bon moment. On en revient toujours même aux mêmes choses. On voit que c'est un athlète qui a des bonnes mains, qui marque des paniers. Ça, au basket, c'est quand même la qualité première. Maintenant, se mettre un peu à défendre sur des minima quand tu as la tête au cercle sur 2 deuxièmes rideaux, tu n'as pas besoin d'être Tony Allen pour tu vois, si jamais sur du 2e rideau, il arrive à être discipliné avec toujours pareil, une défense collective bien organisée. Stephen Brun, ça vient nous dire que c'était pas un bon défenseur sur les hommes. Par contre, il n'oublie jamais une rotation. Ben voilà, tu peux aussi bien défendre collectivement en étant discipliné. Donc voilà, c'est à voir maintenant comment les mecs intègrent tout ça, ces schémas collectifs aussi, comment se mettre dans un collectif. On va jamais lui dire tiens là voilà les ballons, fais-nous gagner, ça sera pas ça. Puis au pire si ça marche pas pour lui, il pourra retourner cuisiner parce que c'est un excellent cuisinier, vous savez. Il fait une soupe de topinambour, bien sûr. Le topinambour d'Obi, hein, on l'adore. Hein. Avec un nom de Star Wars. Tout à fait. De Jedi. Bon, en attendant, on verra. C'est tout à fait aussi le genre de profil qui peut être incroyable en Summer League et être MVP d'une Summer League parce que on l'a dit, hein, toutes ses qualités, il va mettre des gros tomards et scorer. Tu vois, ça peut être la grosse cote la prochaine Summer League, s'il y a Summer League un jour. Moi, c'est un mec, si dans 3 ans il est en Europe, je suis même pas surpris aussi. Tu vois. Mais fort en Europe. Ouais, mais fort en Europe. Mais ça peut, comme tu te souviens, le mec de Kansas qui avait été drafté 2, là, un athlète drafté par Sacramento. Thomas Robinson. C'est le même délire. Drafté 4, parce que là, c'est une mauvaise info.
Drafté 4. J'ai dit quoi? Drafté 2. Après, tu mets dans la merde. Drafté très haut. Et pareil, c'est des mecs qui n'ont jamais réussi. 5 d'ailleurs. Qui n'ont jamais réussi, quoi. Ouais, des mecs absolument. qui n'ont jamais réussi. Et d'ailleurs, même en Europe, il a disparu. On l'a jamais. Alors qu'il sortait d'une énorme saison. NC, on a fait le tour sur notre ami Obi Toppin. On va enchaîner là, dans 2-3 jours sur l'un des gros morceaux et souvent annoncé numéro 1. C'est Lamelo Ball. On voulait le faire assez tôt pour prendre le temps de discuter de ce bon Lamelo, qu'on connaît tous par cœur. Mais ces derniers temps sont sortis quelques infos. On va pouvoir en discuter dans quelques jours. On vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao.